Tu sais, je me demande si avec Hypnomachie, je fais pas les trucs trop complexes à force. Tu sais, même si tu parlais de ta vie, tu pourrais rendre les choses intéressantes. Salut les amis, Bhaskar pour Hypnomachie. Aujourd'hui, on va parler de béliers homosexuels, de gens qui regrettent leur tatouage et du grand secret de la psychanalyse. Générique. Dans la Bible, il est fait l'éloge des doux. Tout devient doux, doux. Si vous aimez la douceur, vous allez beaucoup m'aimer. Alors même si, comme le disait Alexandre Bréfort, la Bible ne fait pas le moine, qu'est-ce qu'un doux exactement? Qu'est-ce qui le différencie, dans le fond, du mou, du gentil, voire même du neurasthénique, du faible, voire de la tafiole? Par exemple, j'adore laver les serviettes lavables pour les menstruations, les taches aussi de sang dans le lit ou des trucs comme ça. J'adore, pour moi c'est un peu le petit truc que je peux faire et puis qui peut l'alléger elle. À l'heure où beaucoup de jeunes adultes se font vraiment retourner le cerveau par différents coachs, les enjoignant à devenir de plus en plus alpha, à pousser de la fonte ou à investir dans l'achat en ligne dans je ne sais quelle formation de merde pour devenir enfin un homme digne de ce nom. Chut. Laisse-toi aller ma beauté, ça va être super. Tu vas voir ce que c'est qu'un homme au sommet de son art. N'hésite pas à prendre du plaisir et puis surtout... ouais, tu peux crier sans problème. Les voisins ont l'habitude avec moi. Beaucoup de ces jeunes gens finissent abusés, abattus, avec le moral dans les chaussettes. Trop souvent, hélas, ils servent de chair à canon pour quelques escrocs qui, il faut bien le dire, ne voient en eux qu'une espèce de portefeuille sur pattes. Les gens sont cons, faut en profiter. Il est en effet bien plus facile d'abuser de ces jeunes gens qui n'ont pas eu la chance de vivre au sein d'un foyer relativement équilibré que de leur apporter une réelle plus-value qualitative, d'autant que souvent ces abuseurs ne mesurent pas en réalité au fond d'eux le coût caché exorbitant pour eux comme pour les jeunes de leur petite réussite financière. Tristes victimes de leur déterminisme, ces jeunes finissent généralement ruinés, détruits, en un mot, à terre. Ça va comme tu veux. Oui, merci, c'est le ciel qui vous envoie. Mais vous avez intérêt à vous enfuir au plus vite, autrement ces brutes épaisses vont vous tuer. Il ne faut surtout pas t'inquiéter. Ce sont eux qui vont mourir. Il est parfaitement attendu et normal pour un enfant d'être comme fasciné par l'interdit que représente le monde des adultes. Parce que malgré, il faut bien le dire, la disparition progressive de tous les rites initiatiques dans notre socioculture, la puberté et le développement donc des caractéristiques sexuelles secondaires constituent encore un des derniers rites de passage, disposant d'un substrat assez robuste pour survivre à une modernité morbifique. Si un mythe, c'est ce qui existe qu'avec la parole pour cause, on tient là alors un des derniers rites de passage absolument indéboulonnable. Mais tôt ou tard, il est question pour le jeune de quitter le nid. Et vous n'avez qu'à vous tirer définitivement d'ici, vous trouvez une boutique et vous établir à votre compte. S'il est normal d'être fasciné par le monde des adultes lorsque l'on est enfant, donc, la condition de l'adolescent, pour ne pas dire de l'adolescent, est en fait tout autre, spécialement en ce qui concerne les jeunes sans père. À cet âge où la simple vision d'un téton peut déclencher une érection des heures durant, se confronter, voire même se perdre dans quelques concours de bites, relève en fait de l'ordre naturel des choses. Let's get ready to rumble! La principale difficulté pour ces jeunes élevés sans père, c'est qu'ils ne disposent pas de certains garde-fous psychiques dans leur petite caboche. Et ils ont besoin, au sein du processus de maturation psychique, pour se construire, d'une certaine forme de mimésis positive, de s'identifier à certains hommes plus mûrs, plus âgés et plus expérimentés.
D'autant que le néocortex ne disposant pas de la capacité d'arriver à maturité avant 25 ans, eh bien cela les contraint, d'un certain point de vue, à se comporter quelque part à la manière des chimpanzés. Et il faut savoir que quand des chimpanzés s'imitent, ils le font sur la base de la dominance éthologique et pas sur la base de la pertinence de la stratégie déployée. On est dans la merde. C'est clair. On est tous dans la merde. En plein dedans. On est en plein cauchemar. Et oui, quand vous comprenez ce fonctionnement, vous comprenez pourquoi j'ai dit que le néocortex pouvait arriver à maturité vers 25 ans. J'ai pas dit qu'il y arrivait. S'élever au-delà de sa condition simiesque demande tout un ensemble de facteurs qui coïncident rarement. Comme le disait Jiddu Krishnamurti, toute autorité, quelle qu'elle soit, nous empêche de voir, de penser lucidement. Et comme la plupart d'entre nous trouvons la pensée lucide douloureuse, nous nous abandonnons à l'autorité. Le jeune, et c'est bien normal, veut accumuler de la puissance, du statut, de l'argent, des conquêtes, etc., etc. Si la présence de cette volonté de puissance est saine et, là encore, normale, son expression demande à être canalisée par une figure paternelle, afin d'éviter de sombrer dans ce que l'on appelle la toute-puissance. Je détiens la force toute puissante. Notez comment à cet âge, beaucoup de ces jeunes sans père se marginalisent d'eux-mêmes proactivement et rejettent les codes de la culture dominante, de l'écume des pères fondateurs en quelque sorte. C'est aussi une façon de garder le contrôle de leur point de vue, évidemment. En m'excluant moi-même, je conserve ainsi l'illusion de ma toute-puissance, puisque c'est moi qui en ai fait le choix, en tout cas, c'est ce que je me raconte. Bien, les émois, ils sont horribles, quoi. Genre, ils sont nuls, c'est que des gros frimeurs. Ils peuvent sucer mes couilles de gothique. Ok, voyez ça autrement. Un gothique pense profondément que le monde est totalement foutu. Mais un émo pense profondément que c'est lui qui est totalement foutu. Ça ne fait pas une grosse différence. Putain, c'est une énorme différence. Ok, écoutez. Les émos, ils sont plus enclins au suicide. Ouais, c'est des vrais connards. Mais les gothiques, ils sont plus enclins à être dépressifs, ce qui fait qu'il y en a plein qui se suicident. La noirceur des gothiques est nihiliste alors que celle des émos est cynique. Je croyais que c'était nous qui étions cyniques. On s'en fout, c'est pas important. Là, tu vois, t'es nihiliste. Ouais, t'as raison, ouais. Je ne prends pas ainsi le risque d'une relation d'altérité véritable, et tant pis si cela me coupe, malheureusement, de la munificence de l'existence. Mieux vaut pour les couches archaïques du cerveau une pénurie que l'on connaît, à laquelle on a déjà survécu, à une abondance incontrôlée et incontrôlable. On assiste donc, que ce soit depuis le groupe majoritaire ou depuis des petits groupes alternatifs, à la recherche du contrôle, de la création d'une forme de phallus. Et ceci est bien évidemment, là encore, totalement normal. J'aime pas trop la répétition du mot normal. Bon, évidemment, cette recherche de la domination éthologique a déjà été abondamment décrite par de nombreux auteurs, notamment par Henri Laborie, qui est un des plus célèbres d'entre eux dans ses ouvrages, je vous y renvoie tout naturellement, même si parfois cette recherche de la domination éthologique peut prendre des formes, comment dirais-je, un peu cringe ou inattendues. Comment faire pour avoir un plus gros pénis naturellement et gratuitement ? Il existe 2 méthodes pour avoir un plus gros pénis qui sont efficaces. La première, c'est la chirurgie, ce qu'on appelle la pénoplastie. Mais elle présente pas mal d'inconvénients. Tout d'abord, elle est très coûteuse, plusieurs milliers d'euros. Ensuite, comme toute opération chirurgicale, elle présente des dangers. Et enfin, les résultats sont modestes. Surtout, la pénoplastie ne vous permettra pas d'avoir un plus gros pénis en érection, mais uniquement au repos. La deuxième méthode pour avoir un plus gros pénis est celle que je propose en tant que sexologue, quand un homme me consulte parce qu'il n'est pas satisfait des dimensions de sa verge et qu'il aimerait avoir un plus gros sexe. Mais il serait bien sûr une erreur que d'assimiler la taille du sgeg et la possession du phallus. Le phallus se place avant tout sur un plan symbolique, n'en déplaise au montage à charge comme ça des anti-psychanalyses bas du front, telle Sophie Robert dans ses films qui nous présente justement des phrases supposées être incohérentes, telles que la femme c'est phallique, hein, comme s'il y avait une incohérence là-dedans. Ben oui Sophie, la femme, une belle femme en tout cas, une belle femme objet, c'est phallique. Et femme phallique, ça veut pas dire... C'est une image, c'est une... L'homme qui a une belle femme à son bras se sent en effet posséder le phallus, puisque c'est lui qui l'a eu, alors qu'elle était probablement convoitée par de nombreux autres hommes, évidemment. Au même titre en tout cas qu'une voiture, qu'une belle maison, etc., etc. On peut d'ailleurs éprouver la même sensation vis-à-vis de ses enfants, ce qui peut entraîner fréquemment quelques désordres chez ces derniers. En effet, les êtres humains en général et les enfants en particulier ont besoin profondément d'être humanisés, notamment pendant les premières étapes de leur
leur développement, c'est bon pour leur ciboulot. Parce que malheureusement, si jamais on utilise ces enfants comme phallus, eh ben ça entraîne fréquemment donc de graves séquelles psychologiques, souvent notamment des formes de psychose. J'ai soudain la sensation limpide d'avoir gaspillé ma jeunesse, l'avoir vu s'échapper de mes mains comme l'anguille effrayée, et m'appeler à présent sur le lierre du tombeau où patiente depuis toujours le chant des enfants, les raisins volés. Psychose au sens lacanien, hein. Si vous ne connaissez pas la différence entre la psychose au sens lacanien et la psychose au sens courant du terme, je vous renvoie vers la vidéo éponyme dénommée la psychose. Une large partie de l'humanité s'étripe donc pour la possession du phallus. Il s'agit d'ailleurs là de l'occupation principale de l'homme ordinaire, la recherche de dominance éthologique, par la force, par la politique, par l'influence, par la procréation, donc, et voire même, par le logos, la raison. En effet, prétendre avoir raison, sous-entendu contre l'autre, hein, c'est-à-dire que si j'ai raison, toi tu as tort, est encore, une fois, quelque part, une espèce d'édifice conceptuel turgescent de robustesse épistémologique qui hurle encore à qui veut l'entendre « J'ai le phallus !» Et cela est loin d'être typiquement masculin d'ailleurs, il suffit d'aller faire un petit tour sur Tinder afin d'entreapercevoir les abords et les contours d'un phénomène intéressant autant que redondant. Blanche en matin gris, à l'envers à Pigalle et Terne à Clichy. Je t'ai revu Moulin Rouge, paradis latin, faire chanter sur les champs bien dès le lendemain. Tu as donné ta flamme à une Lady Di et même offert sa statue au Stade United. Si ta place concorde avec tous les pays, c'est parce que nous crions tous ta mélodie. Ça c'est Paris. Ça c'est Paris, 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 oh Paris. T'en auras usé bien les champs, bien du temps. T'en auras versé trop de sang, trop d'argent. Ce n'est pas en 3 jours que ça s'est gagné. La Bastille République, le PSG. Eh ben les amis, si jamais, comme le disait Baudrillard, une femme est une femme tant qu'elle est vide de goût, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on en tire là une belle brochette. Ne pas être conscient de notre envie du phallus, c'est bien évidemment rester en sous-main, piloté par ce désir, par cette pulsion. Mais moi je veux faire l'amour! Je veux faire l'amour! Et il faut bien le dire, libéré de cela, la vie est beaucoup moins excitante que nous le vendent les différents manuels de développement personnel ou spirituel et autres gourous en tout genre. Comme le disait Émile Michel Cioran, contaminés par la superstition de l'acte, nous croyons que nos idées doivent aboutir. Pour paraphraser Jung dans Dialectique du moi et de l'inconscient, quand nous nous mettons à percevoir les différentes composantes de la personae, le masque, personnalité, persona, le masque, nous découvrons que ce que nous pensions personnel était en fait une réalité collective. Dit autrement, l'illusion d'une personnalité séparée, distincte, quelque part donc phallique, n'était que le signe d'un assujettissement du comportement à la coercition de la pensée collective. Bon, en gros et en clair, tu pensais que ça venait de toi, puis en fait ça vient des aléas de la socioculture. Du sexe au phallus, de l'univers strictement biologique au méandre de l'univers symbolique, la socioculture n'a dans le fond à offrir qu'une certaine forme de castration. Je vois pas bien l'intérêt de ressembler à une femme. C'est ce constat un peu déprimant qui faisait écrire à Houellebecq en 1994 « Il n'y a que des dépressifs ou des futurs dépressifs, et aucune psychothérapie n'y changera rien. » Pour la dépression, tu sais, on analyse, on dit toujours que la jeunesse qu'on voit là, c'est la potentialité, c'est le devenir, tout est possible. Il n'y a pas eu de principe de réalité qui les a renvoyés à leur médiocrité, à leurs échecs. Là, vous voyez, j'ai trouvé cet extrait particulièrement intéressant parce que c'est un parfait exemple de rire collectif, qui plus est, utilisé donc par le groupe comme mécanisme de défense. Ces jeunes gens, beaux,
fringants, dans la fleur de l'âge, ne veulent pas recevoir l'information délivrée par Fabrice Lucchini. Ils vont tenter de la recadrer, de la prendre avec distance, de la mettre en perspective, voilà, et donc ils vont essayer de la recevoir comme un ensemble d'arguties jaculatoires vaguement hystériques, alors que Fabrice leur fait ici le cadeau d'une vérité fondamentale. Tout lien avec l'espace commentaire d'un certain nombre de mes vidéos étant bien sûr totalement fortuit. Ou pas. Ils ont un avenir possible. Pas très facile, mais tout est virtuellement possible. Des rencontres amoureuses, une sexualité débridée, une homosexualité possible, des choses à trois, des transformations, un mec qui devient une meuf qui devient un cum. Petite digression pour placer un fun fact comme ça qui n'a rien à voir avec le reste du propos de la vidéo. Est-ce que vous saviez qu'un bélier sur 12 était homosexuel, était gay? Voilà. Ce sont des études observationnelles qui ont été faites donc sur des béliers, sur comment ils se comportaient ensemble, et donc vous aviez un bélier sur 12 qui préfère lécher, frotter, voire sodomiser son congénère. Terre des béliers, Mykonos. Ça y est, maître, le GHB commence à faire effet. Oh, ma tête. Quel imbécile jeter son dévolu sur une woke aux cheveux violets qui se prend pour une princesse. Oh, quel manque de goût. Quand je pense que pendant ce temps-là, on a 4 jeunes éphèbes qui travaillent la fermeté de leurs cuisses et de leurs postérieurs. Maître, ramenez-vous, vos amuse-gueules sont arrivés. Vos amuse-gueules? Regardez, Shiryu ne se sent pas bien. À croire que quelqu'un a mis quelque chose dans son sexe on the beach. Oh non, mes yeux. On dirait que je suis aveugle. Merde, moi qui venais de recouvrer la vue. Formidable, Kiki. Va vérifier l'état de leur phallus. De nos phallus? Mais qu'est-ce... Oui, lorsque je l'ai recueilli, il était exploité comme douanier, préposé au rayon X à l'aéroport de Bombay. Peggy 18. Visiblement, aucun d'entre vous n'est doté d'une nature turgescente suffisante pour que je puisse exercer mon art à son firmament. Nous n'avons pas gravi toutes ces marches pour nous faire insulter par ce fumeur de patchouli. Il t'insulte pas, juste vous êtes japonais, quoi. Ça suffit! Que signifie cette mascarade? Et pourquoi avoir drogué nos verres? Et quel est cet art ancestral auquel tu veux te livrer et qui exigerait notre participation? C'est vrai. J'ai drogué vos verres et je vous ai sommé de venir jusqu'ici. Je vais à présent tout vous révéler. En fait, j'avais besoin de vous car... Comment leur révéler? Comment leur faire admettre l'existence d'un art divinatoire multiséculaire, transcendant le temps et l'espace, quintessence de la thaumaturgie, issu des plus anciennes pratiques goétiques, et connectant les êtres humains à ce qu'ils ont de plus profond en eux, à leur vérité antéléchique et ontologique fondamentale. Je lis l'avenir dans les phallus. Je pense que je vais lui demander si ce crédit à la chinoise dérivera inexorablement vers un totalitarisme. Et moi je lui demanderai si Yoga un jour il finira sa psychanalyse. Alors, qui veut une prédiction? Moi, bien sûr. Est-ce que ma transition de genre sera remboursée par la Sécu? Mais alors, qu'est-ce que la phallomancie, les amis? C'est l'art de lire l'avenir dans la forme des pénis. Et alors, c'est vrai que généralement, quand on a un pénis en face de soi et qu'on va coucher avec, on peut lire son avenir très proche dans le fait qu'il y ait une érection ou pas. Mais là, c'est un petit peu un art ancien où, en fait, avec les veines, et ça peut aussi concerner les testicules, donc avec leur forme, eh ben, on va estimer que ça va traduire la bonne fortune ou la mauvaise fortune d'un homme dans le restant de sa vie. C'est une nouvelle fois Carl Gustav Jung qui nous rappelait que les gens feront n'importe quoi, peu importe l'absurdité, afin d'éviter de faire face à leur propre âme. Quand on comprend cela, on comprend toute l'ambiguïté de l'homme, enfin de l'humain, face au phallus. Et ça vient du fait que, quelque part, la fonction phallique, elle est toujours une forme de métaphore. Le père, quelque part, est toujours un mythe. Nous avons sur cette chaîne déjà largement égratigné, voire même anéanti, nombre de narrations paternelles à vocation contenante, le socialisme, l'utilitarisme, le véganisme, l'étatisme, le communisme, le scientisme et même l'hypnomachie, c'est pour vous dire.
En général, ces prises de conscience de la nature mythique, donc d'un certain nombre de narrations symboliques, laissent l'adepte un petit peu sonner dans une espèce d'état d'apocatactase, un peu désorienté, meurtri face au réel, dans sa forme la plus brute, dénuée de père. Toi es mon père. Prépare-toi à mourir. Buenos días. Je m'appelle Inigo Montoya. Toi es mon père. Prépare-toi à mourir. Buenos días. Je m'appelle Inigo Montoya. Toi es mon père. Prépare-toi à mourir. Tu vas arrêter de me dire ça. Aïe. Buenos días. Je m'appelle Inigo Montoya. Toi es mon père. Prépare-toi à mourir. Non, offrez-moi de l'argent. Oui. Le pouvoir aussi. Promets-moi ça. Tout ce que j'ai et plus, je t'en prie. Offre-moi tout ce que je te demande. Tout ce que tu voudras. Je veux que tu me rendes mon père, fils de pute. En effet, ceux qui disposent du phallus social ont très souvent eu à affronter et à digérer le fait qu'ils n'ont pas eu. Et d'ailleurs qu'ils n'auront pas davantage, y compris en position de phallus social. Et quand je dis digérer, je ne parle pas des mécanismes de compensation ou de défense psychologique tels que « non mais c'est pas grave, j'aurai dans une autre vie, etc. » Non, je vous parle vraiment de vivre et d'intégrer réellement un petit fragment de ce que Gurdjieff appelait l'horreur de la situation. Souvent alors, quelque chose lâche. C'est paradoxalement la réconciliation avec son vide qui permet au cœur du vide de trouver le plein qui faisait écrire à Camus. Car au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Cela donne ainsi la force, le courage de se tenir véritablement droit et d'offrir aux générations futures ce qui nous a alors manqué. Mais bien sûr, tout ceci implique une mue, un travail de deuil, ce qui faisait écrire à Kafka qu'un des premiers signes d'un début de compréhension était l'envie de mourir. Car seul un être humain capable d'accepter le fardeau de la tristesse peut... La tristesse est la clé. Seul un être humain capable d'accepter le fardeau de la tristesse peut... La tristesse... Il s'agit d'une forme de ce que Deleuze et Guattari appellent la désubjectivisation. Non pas en arriver au point où on ne dit plus « je », mais au point où cela n'a plus d'importance, de dire ou de ne pas dire. Nous ne sommes alors plus nous-mêmes, nous avons été aidés, aspirés, multipliés. Cet état, s'il est déjà rare chez l'homme, l'est encore plus chez la femme. Pourtant, on pourrait penser que les qualités de l'archétype féminin seraient plus à même d'incarner cette écoute, une certaine forme d'accueil. Mais il est important ici de ne pas amalgamer ces caractéristiques incarnées depuis un espace instinctif et celles vécues depuis une forme de transcendance, d'un soi développé, puis ensuite, petit à petit, subsumé. Ce qui fait dire à certains textes sacrés que toute femme qui se fera homme entrera dans le royaume de Dieu. How dare you! Je vous l'accorde, la pleine compréhension de l'articulation entre les polarités masculines et féminines est emplie d'embûches. Je vous rassure, mesdames, nous galérons aussi sur d'autres plans. Hildegard de Bingen, par exemple, évoquait certaines formes de sexualité féminine qui demeurent accessibles aux hommes lorsqu'ils ne sont pas trop bête. Mais ce type d'équilibre, justement, entre hommes et femmes, a été rompu il y a près d'un demi-siècle et est quelque part directement lié à une certaine forme d'ingérence de l'État et de la nation dans nos vies. C'est pas un monde irrationnel, c'est un monde qui, il y a à peu près une quarantaine d'années, avec les écolos, etc., a décidé de sortir du monde de la logique, de je pense donc je suis, que les mêmes effets produisent les mêmes causes produisent les mêmes effets, qui était dans le fond la civilisation aristotélicienne. On essayait de comprendre comment le monde marchait et puis de s'adapter, vous voyez, c'était un monde qui est dans le fond un monde de démiurge où c'est ce que je pense qui est la réalité. C'est-à-dire, dans le temps, on l'a pensé, c'était de penser la réalité pour pouvoir s'adapter. Aujourd'hui, on dit la réalité n'existe pas, ce qui est vrai, c'est ce que je pense moi, individuellement.
Et donc on est passé dans une société complètement magique. Oui, mais ça c'est du wokisme aussi. Ça c'est complètement le wokisme. Cette disparition de la figure du père, porteur du phallus, au profit de l'État, n'entraîne pas réellement des rapports humains réellement basés sur une forme d'altérité, des rapports génitalisés, comme on dirait en psychanalyse, mais entraîne à contrario des sociétés atomisées, basées sur la pseudo-génitalité, où les hommes sont désormais dissuadés de conquérir le phallus au nom de la paix sociale, et là on commence à discerner un pattern plus ou moins commun entre le mouvement MeToo et le taux de prélèvement gargantuesque de ces 20 ou 30 dernières années. Un père véritablement sain, au sein d'un système lui-même sain, permet à ses fils de s'identifier à lui, de les inspirer, tout en leur facilitant la transmission des connaissances et des savoirs issus des générations précédentes. Mais alors, que dire d'un père qui châtre ses fils, les empêche de devenir des hommes et génère de fait que des échos anxieux, bouffeurs de quinoa avec des corps d'usule? C'est Milan Kundera qui pensait que les périodes de paix intra-européennes auxquelles on assiste depuis la Deuxième Guerre mondiale, parce que bon, il faut bien se rendre compte qu'on s'est à peu près toujours foutu sur la tronche depuis des siècles, voire des millénaires, hein, c'est vraiment la norme. Et que là, bon, ça remue un petit peu dans les Balkans, vous me direz, certes, mais enfin, vous comprenez l'idée générale. Donc Milan Kundera qui propose l'hypothèse comme quoi cette espèce d'énorme période de paix post-Deuxième Guerre mondiale viendrait plutôt du fait que les Occidentaux n'étaient, en fait, plus capables, anthropologiquement, de faire la guerre. Même déjà, on voit qu'anthropologiquement, c'est des merdes, c'est des sous-hommes. Ils ont une grosse tête avec un tout petit corps, vous savez. Certains essayent tant bien que mal de compenser ce vide perçu et ressenti d'expériences initiatiques viriles et de transmission en se tatouant. Bon, mais le problème c'est qu'un tatouage, ça n'est jamais qu'un symbole, ça n'est pas une réelle expérience initiatique profonde vécue avec tout son être. Encore que, mais d'un certain point de vue, Usul tatoué, bah, ça reste encore Usul. Et au passage, si vous-même vous êtes en train d'hésiter à vous faire tatouer, je vous donne simplement l'information suivante. 1 Français sur 4 regrette au moins un de ses tatouages. Donc ça veut dire probablement en fait beaucoup plus si on incorpore dans la méthodologie tout ce qui est dissonance cognitive, biais cognitif, etc. et qu'on ne se fie pas à du pur déclaratif. Ne nous leurrons pas, pour transcender un phénomène, eh bien on ne peut pas faire l'économie d'une forme de vécu. Autrement dit, empêcher chacun d'obtenir le phallus est un des moyens les plus sûrs de réduire toute forme de vie spirituelle à une forme de fuite, d'inhibition de l'action, voire même de glandouille. C'est un glandeur! Un gros glandeur! C'est le docteur Peter Frost qui parle comme ça de la pacification, c'est-à-dire que dans les sociétés fermement établies et institutionnalisées, la violence et l'usage de la violence dans l'obtention du phallus n'est plus récompensé génétiquement, mais puni. Et les mecs comme moi, ils servent plus à rien. Parce qu'avant, quand il y avait un mec comme ça, un petit démon, qui venait provoquer gratuitement, on l'éclatait! On l'éclatait! Pire, l'usage de la violence entraîne même des formes de pénalité en termes de fitness et de reproduction. Des sanctions pécuniaires, évidemment, l'emprisonnement durant les années de fécondité maximale. On va en prison! On va en prison! À noter que de nombreux travaux, tels que ceux de Rie et Waldman en 2002, établissent un certain nombre de facteurs génétiques à l'usage de la violence. Il est donc attendu que ce caractère soit donc sélectionné, ou dans un sens ou dans l'autre, et que l'on assiste, comme c'est déjà le cas en fait, hein, tout simplement, à une disparition progressive des classes moyennes. Et donc logiquement à la création de deux pôles dans le rapport à la violence. Un pôle d'une classe dominante qui va justement s'en servir très facilement et sans aucune inhibition, on y assiste déjà avec la caste politique maintenant qui ne se cache même plus, et une caste d'individus toujours plus soumis et abhorrant la violence. Dans tous les cas, une authentique génitalité ne se découvre que dans une forme d'intégration permettant la transcendance de ces prédispositions génétiques pour l'agressivité, la fuite et l'inhibition. Cette suite consécutive de lâcher-prise réitérée permet à un moment donné de voir le phallus pour ce qu'il est, de le démystifier, de réaliser que le père, dans sa dimension d'être réel, est celui qui, étant encore, ou n'étant plus s'il est décédé, tire sa légitimité d'un avoir été.
Goûtant ainsi simultanément à sa solitude ontologique et à son impuissance réelle à protéger les siens, l'homme ainsi dessoulé, pour reprendre l'expression de Lévinas, peut encore jouer à être ou à avoir le phallus. Alors il le fera, bien sûr, aux yeux d'enfants qui ont besoin de cette figure d'identification pour pouvoir grandir, ou éventuellement il le fera pour des adultes qui sont en état de transe, de régression en âge. Mon papa, moi, c'est le plus fort. Mais dans le fond, il ne sera pas intérieurement dupe. Sa solitude, quelque part, ne lui laisse pas vraiment le choix. Cela lui donne une certaine force intérieure permettant d'accueillir, de rester intègre aussi, ça c'est important, même sous une forme d'opprobre généralisé, car il sait dans sa chair à quel point la médaille d'or est en fait faite de chocolat. Comme le disait Jacques Lacan dans son séminaire d'avril 1959, il n'est pas sûr en effet que je sois en tant que je pense, au sens cartésien. Car du fait que je pense que je pense au lieu et en place de l'autre. Je suis d'emblée un autre que celui qui pense que je suis. Et je n'ai aucune garantie que cet autre puisse me rendre ce que je lui ai donné, son être et son essence de vérité. Il n'y a pas d'autre de l'autre, il n'y a dans l'autre aucun signifiant qui puisse répondre de ce que je suis. Là, on voit bien que Lacan était psychotique. Aussi, toute vérité, et en particulier cette vérité que nous rencontrons au niveau de l'inconscient, c'est une vérité sans vérité, une vérité sans figure, une vérité à jamais orpheline de toute vérité. Et les amis, nous approchons enfin ici du secret des secrets de la psychanalyse. L'équivalent pour les scientologues de Xenu, pour ceux qui seront arrivés au grade de tétan opérationnel de niveau 3. Fuyez, pauvre fou! Il n'y a pas d'autre de l'autre. Aucun signifiant qui révélerait le signifiant des signifiants. Le sujet dont s'occupe la psychanalyse n'est ni logique, ni cartésien. Heureusement, une fois ces idoles aux pieds d'argile vues pour ce qu'elles sont, il nous reste simultanément, toujours ce « et », un immense espace de jeu, et absolument personne pour n'y jouer. Il me semble important de comprendre tout ceci en termes d'hypnomachie, parce que moi, si je vous parle là de psychanalyse, c'est pour faire de l'hypnomachie. Vous savez bien, des fois je pique dans les neurosciences, des fois je pique dans la biologie, etc. Tout ça ne sont que des prétextes, évidemment. Il est donc important de comprendre ceci en hypnomachie, sous peine de remettre en scène un rapport transférentiel. Oui, parce que le transfert en termes psychologiques, psychiatriques, psychanalytiques, tout ce que vous voulez, c'est quand même une forme de transe hypnotique. Donc faire de l'hypnomachie en état de transe hypnotique, c'est probablement pas l'idéal. Et ça, les amis, c'est vraiment une chose que ne comprennent pas nombre de gens qui tombent sur ma chaîne, mus par un désir totalement inconscient de s'approprier le phallus. Et malheureusement, tant qu'ils abordent mon travail depuis cet espace, eh bien, ils n'auront pas d'autre choix que de passer à côté de l'essentiel. Voilà, si cette vidéo t'a enrichi, diverti, que t'as appris au moins un petit quelque chose, n'hésite pas à mettre un pouce en dessous, ça me fait toujours plaisir quand vous mettez des pouces, ça me permet d'avoir un feedback de à quel point cette vidéo vous a plu. Partage sur les réseaux sociaux, pour ceux qui en ont l'élan, évidemment, c'est grâce à vous, et uniquement grâce à vous, que la chaîne se fait connaître, puisque je suis de plus en plus shadowban par YouTube, probablement à cause d'un certain nombre de rushs que je mets et ou de propos tenus, donc vraiment je compte sur vous, parce que littéralement sinon la chaîne périclite. Voilà, merci aux tipeurs d'être encore et toujours là, malgré toutes ces années, malgré la crise, la guerre en Ukraine, les mines antipersonnelles et absolument l'époque absolument terrible dans laquelle nous vivons. Si vous avez envie d'échanger, je lirai les commentaires, j'essaie de répondre à chacun dans la mesure de mon temps disponible et de la courtoisie la plus élémentaire évidemment. Et puis vous pouvez me retrouver sur la page Facebook Hypnomachie où j'écris régulièrement des petits billets pour continuer les réflexions et les introspections que nous commençons ici ensemble en vidéo. Je te dis à la prochaine, salut Internet. Et toi alors, tu as changé comment? Oh, les blocs, les cages d'escalier, tout ça c'est fini. C'est vraiment fini, mais alors tu as changé comment exactement? Je crache plus par terre, je traite plus les mers, je traverse que quand le petit bonhomme est vert. Depuis que je suis plus une Kaira, j'ai largué mon pitbull, j'ai pécho un chihuahua. Ah ouais? Moi mon caniche s'appelle Scott, et je ramasse toujours quand tout fait sa crotte. Je suis passé de brut et perse à secouriste, et j'ai troqué mon Scarface pour le choriste. Moi, j'ai arrêté les grecs frites, je fume pas de shit, je dis même bonjour aux schmitt. Bonjour monsieur, je me lève plutôt que les mamies, je donne du pain aux petits oiseaux et je nourris les chats la nuit. Bonjour ma chérie. Alors, tu as attrapé beaucoup de voleurs aujourd'hui, hein? Moi c'est fini la boxe taille, je
du tricot, je bataille avec les mailles. Après les cours, j'ai vu une pomme impayée dans mon cabas. Direct, j'ai fait le 17, je me silence pas. Allô, police? Pour la pomme, c'était moi. Je crache plus par terre, je traite